Bonjour tout le monde, merci d'être là en si grand nombre. On a déjà 106 participants, c'est très intéressant. Pour ceux qui ne le savent pas, le RSIQ, c'est le Réseau Solidarité Itinérance du Québec. Ça me fait plaisir de vous animer aujourd'hui. C'est moi qui vais être responsable de la gestion du temps aussi. Donc, si jamais je coupe les gens, ce n'est pas pour être impoli, mais bien pour que tout le contenu puisse être présenté aujourd'hui. Aujourd'hui, le Crémis vous présente quelque chose d'un peu là, en dehors du guide des bonnes pratiques en itinérance là, qui est souvent le sujet des dîners d'apprentissage. On va vers une expérience de recherche qualitative qui s'appelle le recours et le non-recours à des services en itinérance chez les hommes en situation d'itinérance. Aujourd'hui, pour nous parler de ce sujet, nous aurons plusieurs invités. Tout d'abord, on va accueillir Philippe Benoît Côté, qui est professeur au département de sexologie de l'UQAM, Ariane Brisson, qui est étudiante à la maîtrise en sexologie de l'UQAM. On était supposé avoir avec nous Madame Annie Fontaine, qui est une professeure à l'École de travail social et criminologie de l'Université de Laval, mais malheureusement, elle ne sera pas des nôtres puisqu'elle est en grève, vu le contexte là, à l'Université Laval ces temps-ci. Ensuite, nous aurons Marlène Harvey, qui est directrice générale à l'hébergement La Casa Bernard Hubert. Et finalement, David Blanchard, qui est un citoyen engagé et en rétablissement. Les objectifs du webinaire aujourd'hui sont, premièrement, de considérer les mécanismes sociaux d'exclusion et d'auto-exclusion des services chez les hommes en situation d'itinérance, d'identifier les pistes d'action proposées pour intervenir auprès des hommes en situation d'itinérance et finalement de réfléchir aux pratiques et aux stratégies à adopter pour favoriser l'intégration des hommes au sein des services. Le webinaire va être divisé en 4 grands blocs. Premièrement, il y aura une présentation là, des panélistes. Ensuite, on fera une table ronde avec des questions là, qui vont s'adresser à nos panélistes pour finalement finir avec une petite période là, de questions et commentaires de la part du public. Donc, gênez-vous pas là, à noter vos questions tout au long de la rencontre pour pouvoir les poser à la fin. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Philippe Benoît et Ariane pour nous présenter les résultats de leur recherche sur le recours et non-recours aux services. Super, parfait. Merci beaucoup. Je vais vous partager mon écran. Ça fonctionne? Je vais mettre en mode déploiement. Alors, parfait. Alors, Ariane et moi, on va vous présenter les résultats en fait, qui ont émergé de notre projet de recherche sur les hommes en situation d'itinérance. Puis aujourd'hui, en fait, on va se concentrer sur une thématique là, spécifique en fait, dans ce projet-là, qui est beaucoup plus large, mais la thématique qu'on va couvrir ensemble aujourd'hui, c'est la notion du recours et du non-recours au service. Petite mise en contexte là, assez rapide. Donc, c'est une équipe de recherche qui est très large, très vaste. En fait, là, vous le voyez, là, donc, plusieurs co-chercheurs qui participent au projet, plusieurs aussi partenaires là, des milieux de pratique. Il y a eu plusieurs aussi là, assistants en centre de recherche. Et on a aussi un comité consultatif là, qui nous suit en fait depuis le début du projet. Donc, le projet a commencé en 2020, dont David et Marlène font partie du comité, vont prendre la parole un peu après. Aussi, pour mettre un peu la table, là, donc c'est un projet de recherche qui a été financé par le gouvernement du Québec, comme j'ai dit, en 2020, dans les programmes Action concertée. Plus spécifiquement, ça visait à comprendre le programme de recherche sur la pauvreté et l'exclusion sociale. Et le projet, en fait, avait été ouvert sur la question des trajectoires de vie des hommes en situation d'itinérance ou à risque d'itinérance. Et nous, le projet, on lui a donné une saveur justement qualitative avec une démarche participative. Et ce qu'on a cherché à faire, en fait, c'est essayer de comprendre la pluralité des réalités de l'itinérance chez les hommes, un peu pour casser un peu la figure type ou l'image type qui est souvent associée là, à l'itinérance chez les hommes. Donc, c'est l'homme hobo ou clochard qui représente aussi beaucoup l'image de l'homme blanc là, assis sur un banc de parc. L'idée, c'est de dire, oui, il y a cette figure-là, mais il y a probablement aussi beaucoup d'autres réalités à essayer de couvrir, à essayer de documenter.
Donc, c'est un peu ça notre réflexion de départ qu'on avait dans ce projet-là. Et comme j'ai mentionné, là, aujourd'hui, on va beaucoup se concentrer sur les mécanismes sociaux qui viennent teinter là, la question du recours et du non-recours aux services chez les hommes. Deux grands concepts clés qui nous ont inspirés pour la présentation, mais aussi pour le projet en lui-même. Donc, la notion d'exclusion sociale. Ici, on mobilise un peu ce concept-là pour comprendre les trajectoires de vie, de comprendre les points de chute, donc les points de rupture sociale que les hommes peuvent vivre, auxquels ils sont confrontés dans leur trajectoire de vie, les amener vers des processus de marginalisation, d'exclusion, comme l'itinérance. Et ça, on va joindre cette réflexion-là sur l'exclusion sociale avec la notion de non-recours, qui est, je ne sais pas si vous la connaissez, là, cette notion-là, donc qui provient beaucoup là, des écrits de Varin là, en Europe, qui est une notion intéressante qui nous permet de décoller, je dirais, un peu de le modèle qu'on a ici sur l'utilisation des services, beaucoup centré sur l'accessibilité des services. La notion de non-recours veut comprendre les processus structurels, institutionnels, mais aussi les enjeux personnels, un peu plus au niveau symbolique, en fait. Donc, qu'est-ce qui fait que les hommes peuvent décider ou non d'aller vers des services au plan symbolique, conceptuel, représentationnel. Donc, ça a une portée assez intéressante, cette notion de non-recours. Ah, à toi, Oui. Pierre. Pour la méthodologie, rapidement, les données qu'on présente aujourd'hui sont issues de deux grandes collectes de données. La première, c'était des groupes de discussion où on a rassemblé des intervenants et intervenantes qui œuvrent auprès des hommes en situation d'itinérance. Donc, on a contacté des organismes dans 8 régions. Vous avez ici un petit peu le 19 groupes au total qui ont été réalisés. C'était des groupes qui se sont déroulés en ligne. C'était pendant la COVID. Puis, pour chacun des groupes, en fait, ce qu'on a abordé, c'est la réalité des hommes en situation d'itinérance. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils se retrouvent dans cette situation-là? C'est quoi leur stratégie de débrouillardise qui sont mobilisés une fois en itinérance? Les obstacles, les facilitateurs à l'accès aux services, mais aussi les pistes de solutions pour surmonter les obstacles. Chacun des groupes a été résumé en... Oui, désolé, Philippe. Chacun des groupes a été résumé. Puis c'est à partir, en fait, des fiches résumées qu'on a procédé à une analyse. Si on va vous présenter un peu, c'est les grands thèmes là, qui font état de ce que les intervenants et intervenantes, entre autres, nous ont rapporté. On a aussi procédé à des entretiens individuels avec des hommes, soit qui ont vécu l'itinérance ou qui étaient en situation d'itinérance au moment de la recherche. Pour prendre contact avec ces hommes-là, en fait, pour les identifier, on est passé soit par les organismes qu'on avait déjà contactés pour les groupes de discussion, mais aussi des organismes de travail de rue. L'idée, c'est qu'on voulait aller chercher aussi des hommes qui sont moins présents dans les services, des hommes plus désaffiliés. On voulait aussi différents visages, là, comme on disait, par exemple, au niveau de l'identité sexuelle, les hommes racisés aussi, qu'on retrouve peut-être moins aussi dans les services. Cette fois-là, chaque entretien a été transcrit sous forme de verbatim, puis on a fait les analyses à partir de là. Ce qu'on vous présente, en fait, c'est un peu une analyse croisée entre les entretiens individuels, les intervenants et intervenantes, puisque les hommes nous ont rapporté. Donc, il va y avoir des extraits autant d'intervenants et intervenantes que d'hommes. C'est bon? Ouais. C'est bon, parfait. Alors, pour les résultats, donc, qu'est-ce qu'on a trouvé sur la question du recours-non-recours? On a organisé les résultats autour de trois grandes catégories, en fait. Ce qu'on se rend compte, c'est que ces catégories-là s'inter-influencent, en fait, tout au long des trajectoires des hommes. Donc, c'est un processus d'exclusion des services. C'est un autre processus qui est autour de l'auto-exclusion, donc des hommes, en fait, qui nous racontent s'exclure eux-mêmes, en fait, des ressources. Puis on va voir un peu quels sont leurs motifs. Et puis la question aussi de l'utilisation des services. Donc, les hommes aussi nous ont parlé d'utiliser les services. Donc, ces trois éléments-là sont en constante tension, en fait, dans leur trajectoire et dans leur expérience. Au niveau de l'exclusion des services, ce qui a beaucoup émergé, en fait, dans un premier temps, c'est toute la question de l'inexistence de certains services qui viennent évidemment limiter les choix des hommes là, pour avoir de l'aide, pour même entamer un processus là, de sortie de l'itinérance. On le voit là, à l'intérieur de cette grande catégorie sur l'inexistence, il y a beaucoup l'idée en fait de services des services en fait qui n'adressent pas en fait de façon assez fine peut-être différentes catégories sociales d'hommes. Et ça laisse sous-entendre aussi que la plupart des hommes en fait qui se retrouvent à l'intérieur des services et les services de la façon qui sont planifiés sont principalement en fait pour des hommes blancs, hétéros,
qu'on constate, en fait, c'est qu'il y a une grande invisibilisation, en fait, à l'intérieur des services, des hommes avec des statuts minorisés. On peut penser aux hommes avec des issus d'immigration, par exemple, ou des hommes gays, des hommes bisexuels, etc. Un peu la conséquence de ça, comme je l'ai nommé, c'est que les hommes, en fait, ont l'impression d'avoir peu de choix. Et ça les pousse, en fait, à mobiliser des stratégies de débrouillardise par eux-mêmes. Donc, on voit qu'il y a comme un déplacement entre une responsabilité plus collective vers une responsabilité individuelle, où là, en fait, on demande aux hommes de se mettre en mouvement, de se mettre en action, en fait, pour s'organiser de différentes façons à l'intérieur des services, mais aussi à l'extérieur des services. L'autre élément sur l'inexistence, c'est l'inexistence de certains services à l'intérieur de quartiers ou de régions. Donc, comme le projet couvre plusieurs régions au Québec, on a bien vu ce genre de déplacement-là entre les régions et même les quartiers chez certains hommes. Et ça amène, dans certains cas, un déracinement. Donc, des hommes qui sont obligés, ou ont l'impression d'être obligés de se déplacer comme ça à chaque fois, et de ne pas être focalisés ou concentrés dans une région. C'est aussi une perte de réseau de soutien. La question aussi de l'inaccessibilité des services, on le voit entre autres sur l'incapacité en fait, à s'adapter à la complexité et au rythme des conditions de vie des hommes en situation d'itinérance. Ça interpelle plein de choses. Ça peut être les services qui ont tendance à vouloir accélérer peut-être davantage des démarches auxquelles les hommes ne sont pas toujours prêts à faire. Ça peut être aussi toute la question des procédures aussi administratives, des fois qui demandent beaucoup de temps, puis des fois, ça ne correspond pas à l'état d'urgence dans lequel les hommes peuvent se retrouver. C'est toute la question aussi des enjeux d'insécurité, d'enjeux de services aussi qui peuvent être autoritaires, qui peuvent exclure en fait les hommes. On le voit bien ici, cette notion-là d'exclusion des services, beaucoup en raison des comportements qui vont être jugés inadéquats. Ce qui est assez intéressant là, dans le premier picot, c'est toute l'idée en fait que la colère est souvent vue comme une composante un peu légitime chez les hommes, mais il y a comme une frontière à ne pas franchir. Et lorsque les hommes tendent vers des comportements de violence, là, c'est plus acceptable. Et là, souvent, les hommes vont se retrouver exclus, barrés de certains services. Et c'est là que ça l'amène aussi les hommes à se déplacer. Un peu la même logique sur la question de la dépendance, santé mentale. Plusieurs personnes nous ont parlé de la question de la consommation de substances, par exemple, que c'est impossible de venir consommer à l'intérieur de certains services. Donc, toute l'idée d'absence de wet shelters qui fait que certains hommes se retrouvent là, exclus de différents services. Oui, sur l'auto-exclusion maintenant. Tu peux la changer tout de suite. Merci. Il y avait toutes les expériences antérieures que les hommes ont rapportées d'injustice, de jugement, d'exclusion qui ont miné leur confiance, en fait, envers les services. Donc, cette exclusion-là peut avoir été vécue aussi, en fait, ce bris de confiance avant la situation d'itinérance, par exemple, à l'enfance, quand il y a eu aussi un parcours là, dans les services sociaux, ou encore une fois qu'ils sont en situation d'itinérance, soit qu'ils n'ont pas reçu des soins qui auraient été nécessaires ou qu'ils auraient reçu des soins qui ne sont pas adaptés, qui ont été fondés, en fait, sur des préjugés, sur une mauvaise connaissance de la réalité des hommes en itinérance. Les hommes rapportent aussi qu'ils vont avoir vécu du jugement de la part d'intervenants et intervenantes. Sur la part de se montrer vulnérable, il semble que pour plusieurs, demander de l'aide, c'est synonyme d'échec. Il y a des hommes, entre autres, qui nous ont rapporté, par exemple, sentir qu'ils sont au crochet de la société lorsqu'ils ont recours aux services. Puis les hommes auraient moins tendance à s'ouvrir, à parler d'eux-mêmes. En fait, les intervenants et intervenantes ont rapporté qu'en fait, les hommes parleraient peu d'eux-mêmes. Ils ont vécu des difficultés soit au travail, dans le cheminement scolaire, dans leurs relations amoureuses, leurs relations familiales. C'est des difficultés, en fait, qui ont contribué à les marginaliser, à leur stigmatisation. Puis c'est encore plus difficile dans ce contexte-là pour les hommes de s'ouvrir. Donc, à ce moment-là, autant la peur de se montrer vulnérable que les difficultés à s'ouvrir vont faire en sorte qu'une fois que les hommes viennent pour chercher de l'aide, c'est qu'ils n'ont vraiment plus aucune autre option. Donc, ils arrivent en urgence, puis souvent, les intervenants et intervenantes se retrouvent finalement à interagir avec des hommes qui sont en crise. Aussi, il y a la question que les structures seraient parfois étouffantes pour les hommes, que ça nuirait à leur capacité d'agir, à leur capacité de choisir. Il y a la question des horaires, entre autres, là, qui est beaucoup ressortie, là, les horaires qui sont plus rigides là, dans les différents services. Puis il y a aussi des hommes qui rapportaient en fait rejeter les services. Donc, il y a par exemple quelqu'un qui disait « Moi, je ne suis pas barré des ressources, c'est moi qui les barre ». Donc, il y a vraiment un rejet de ces services-là.
Puis la question des étiquettes aussi, donc il y a des hommes aussi qui ne se perçoivent pas dans le besoin, qui vont mentionner qu'ils se sentiraient imposteurs d'aller chercher des services parce qu'ils réussissent à faire de l'argent, ils nomment qu'ils vivent bien en situation d'itinérance. Finalement, ils arrivent à se débrouiller eux-mêmes, donc ils préfèrent laisser la place à des hommes qui en auraient réellement besoin alors qu'eux ne sont pas dans une situation où ils se sentent dans le besoin. Le recours, oui, les hommes aussi ont recours aux services. On peut le... Ils vont recourir aux services pour répondre à différents besoins, donc la question de l'hygiène, de dormir, de se nourrir. Mais les hommes nous ont aussi rapporté, en fait, aller chercher des soins pour la santé physique, pour la santé psychologique, aller chercher un soutien social dans les ressources, chercher à interagir avec d'autres hommes, socialiser, pour la consommation de substances, soit pour changer leurs habitudes, pour cesser la consommation, mais aussi pour aller chercher des services en réduction des risques, donc des sites d'injection supervisés, des endroits où se procurer du matériel. Finalement, ils vont aussi aller chercher un endroit pour se reposer aussi de leurs difficultés, comme de prendre une pause de la rue, d'avoir un endroit où ils peuvent se déposer pendant un moment. Il y a aussi les hommes qui nous ont expliqué de ne pas s'être sentis gênés, de ne pas avoir été déçus par les services. En fait, ils étaient très reconnaissants des services reçus. Puis une fois qu'ils sont dans un service, dans une ressource où ils se sentent écoutés, où ils se sentent reconnus, bien, ça devient plus facile, en fait, de se montrer vulnérable puis de s'ouvrir. Oui, les hommes vont fréquenter aussi des services qui sont flexibles, donc qui vont s'adapter à leurs besoins, mais qui vont aussi se réadapter si les besoins changent. Ils vont aller dans les endroits où est-ce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas l'impression de déranger, qu'ils n'ont pas l'impression d'être pressés, puis qu'ils peuvent revenir, en fait, que les intervenantes vont les inviter à revenir si leurs besoins changent ou s'ils ont des nouveaux besoins. Ils préfèrent aussi pour certains des services qui sont de proximité. Donc, pour certains, l'accessibilité, c'est d'avoir tous les services sous un même toit, donc ça évite les déplacements, mais aussi d'avoir des intervenantes qui viennent les voir dans leur milieu. Comme ça, ils n'ont pas à aller s'adapter aux structures des ressources ou aux règles qu'il y a dans les ressources. Finalement aussi, ils nous ont beaucoup parlé de la question de la douceur, de la gentillesse, des qualités humaines qui vont faciliter le lien de confiance, puis un besoin aussi de se sentir d'égal à égal pour réduire le sentiment d'être jugé dans les ressources. Sur la question du genre des intervenants-intervenantes, dans les groupes de discussion, on nous a soulevé, entre autres, que des hommes, parce que pour certains hommes, ce serait plus facile de s'ouvrir auprès d'intervenants que d'intervenantes. Donc, les hommes préféreraient s'ouvrir à d'autres hommes. Quand on a discuté avec des hommes qui ont vécu des situations d'itinérance, pour ceux que c'était plus facile de s'ouvrir avec des hommes, souvent c'était en lien avec des enjeux de séduction ou des enjeux de pouvoir et pas nécessairement avec un besoin de modèle masculin. Puis, il y a aussi des hommes qui ont rapporté que c'était plus facile de s'ouvrir auprès de femmes, entre autres parce qu'elle avait les qualités dont on parlait tout à l'heure, donc la question de la gentillesse, de la douceur. Donc, pour certains aussi, c'est plus facile avec les femmes. Même chose au niveau de l'âge, il y a des hommes qui rapportaient que c'est difficile avec des intervenants plus jeunes qui venaient de sortir de l'école, alors que d'autres reconnaissaient une grande compétence à ces intervenants-intervenantes-là. Donc, finalement, c'est plus le professionnalisme, les qualités humaines, la qualité du lien qui va être développée, qui va être parlante pour les hommes, plus que des caractéristiques comme le genre ou l'âge. Puis, c'est important pour eux de se sentir reconnus, puis vraiment de voir qu'ils sont importants aux yeux de quelqu'un. C'est vrai que Marie-Michel, si je prends comme 1 ou 2 minutes juste pour les principaux concepts. Oui, il n'y a pas de problème. On va se rattraper là, durant la table ronde ou la période de questions sans faute. Parfait. Fait que quelques constants en fait, qu'on peut tirer de cette notion là, de recours, non-recours. Ça pourrait être à discuter aussi là, avec le panel, avec les questions tantôt. Mais un des éléments qu'on voit, en fait, c'est l'existence de cette tension-là constante entre le recours et le non-recours. Donc, il ne semble pas avoir de figure où c'est complètement dissocié tout ça. Il semble avoir comme un peu un melting pot. Là. Les gens, les hommes, en fait, disent avoir recours et non-recours, tout dépendamment des situations, des contextes auxquels ils vont être confrontés. Puis ça montre, en fait, que s'intéresser, en fait, à l'utilisation des services, c'est pas juste s'intéresser au non-recours, donc ce qui exclut, mais c'est aussi s'intéresser à ce que les hommes vont chercher en fait à l'intérieur des services, des ressources. Donc, il y a ces deux éléments-là, je pense, à tenir en considération. Le dernier enjeu, c'est toute la question de l'enchevêtrement entre les différents mécanismes. On le voit, exclusion, auto-exclusion, intégration sociale, tout ça est entremêlé en fait dans leur trajectoire. Mais en même temps, chacun de ces mécanismes-là renvoie en fait à des enjeux. Si on prend par exemple le mécanisme d'exclusion,
des services, ben, ça parle, entre autres, du manque de services pour certaines catégories sociales d'hommes. J'en ai parlé tantôt, mais les hommes minorisés, par exemple, les hommes gays, les homosexuels. Ça parle aussi de la nécessité de peut-être mieux adapter nos services au rythme, aux besoins des hommes. Les enjeux d'auto-exclusion, ça parle entre autres des traumas avec les institutions passées, là, toute la question de la méfiance à l'égard des intervenants et intervenantes, la méfiance par rapport aux institutions. Mais ça parle aussi beaucoup du poids de la masculinité hégémonique là, sur les hommes. Là. Comment ce poids-là d'une masculinité, voire même toxique, peut pousser les hommes à essayer de se redéfinir comme hommes en n'allant pas chercher des ressources ou des services pour essayer de se repositionner, en fait, à l'ombre d'une masculinité hégémonique, un modèle idéal et toxique pour les hommes. Toute la question de l'utilisation des services, ben, ça montre, en fait, les multiples besoins, là, en fait, des hommes à aller chercher différents types de services. Et je pense une des clés intéressantes, c'est cette idée là, de lien humain sensible, réel, de confiance, en fait, avec les personnes, avec les hommes, notamment pour créer ce lien de réaffiliation et d'aller plus loin dans le processus d'intervention par la suite. Ça serait tout pour nous pour l'instant. Merci beaucoup. Très intéressant comme mise en contexte de l'étude. Évidemment, le document, quand il sera disponible, va donner beaucoup plus de détails sur toutes ces informations-là. Je donnerai maintenant la parole à Marlène qui va nous donner, oui, des exemples de défis qui sont rencontrés là, pour le recours au service de la CASA Bernard Hubert. Donc, Marlène, c'est à toi. Marlène? Marlène était bien avec nous ce midi. Oui, peut-être je peux essayer de la rejoindre, voir si elle a eu une petite urgence. Est-ce qu'on peut basculer en fait l'horaire et continuer avec le prochain? Avec David. Parfait. Merci, Je vais passer la parole à David. Il faut croire qu'il y a un petit problème technique ici. David va nous parler là, des recours au service à partir de son expérience personnelle. Donc, à toi, David. Oui, bonjour. Donc, moi, je vais parler parce que j'aurais plusieurs choses à dire vu que je suis un ancien itinérant. Mais là, je vais parler du cheval de bataille que j'ai eu à vivre en 2006. Ça fait quand même un certain temps. Mais par rapport à aujourd'hui, je vois encore malheureusement que je pense que ça va être aussi compliqué, sinon même peut-être plus, vu qu'on cherche toujours du manque de personnel. La difficulté, c'est de se prendre en main avec plusieurs besoins lorsqu'on décide de se sortir d'un problème comme le mien. Moi, j'étais un alcoolique, un joueur compulsif qui a connu la rue pendant un certain temps avec des problèmes de dépression et de suicide. Et en 2006, quand j'ai décidé enfin de retenter une ultime thérapie, si on veut y aller chercher de l'aide, je suis tombé sur une excellente maison à Longueuil où je suis depuis ce temps-là, qui était là, je la nomme quand même parce que c'est important pour moi d'être toujours reconnaissant à cette dernière ultime ressource, la CASA, qui est un centre d'hébergement en hommes en itinérance, qui nous donne la chance de pouvoir justement faire un cheminement et un plan de match par rapport à se sortir de nos problèmes et essayer de ne plus sombrer soit dans la consommation et dans la rue, où on peut rester 6 mois de temps à cet endroit-là et 2 ans et demi en appartement supervisé. Donc, on aurait 3 ans au total pour se prendre en main. Mais le problème que j'ai vu entre-temps, c'est que oui, j'ai une superbe bonne ressource, mais justement, j'avais un problème, la consommation. Donc, j'ai dû aller me chercher une thérapie parce que il me manquait quelque chose. Si je étais à Casa, c'est que j'ai rechuté et que donc mon coffre d'outils de l'époque ne devait pas être plein. Donc, j'ai dit, je vais donc retenter une thérapie. L'interne ne m'intéressait plus. J'avais déjà essayé ça X fois. J'ai dit, je vais faire de l'externe justement en ayant un toit solide sur la tête, la Casa. Et le problème, c'est que effectivement, vu mon problème, pour moi, on va en parler, mais je sais que c'est tout le monde m'en parle de moi, j'avais besoin d'un psychologue. Et cette fois-ci, j'ai accepté aussi le fait de devoir voir un psychologue tout de suite et pas essayer à ma méthode. Le problème, c'est que normalement, au CLLC où je suis allé voir pour voir un psychologue, sur le coup, on m'a reçu, on m'a fait une évaluation et on m'a dit, vous devez attendre plusieurs mois pour voir un psychologue. J'ai fait, le problème, c'est que je suis en thérapie, j'ai un toit, je dois solidifier
mon cheminement, vous me demandez d'attendre plusieurs mois. Ça ne peut pas marcher. Normalement, il faut continuer. On ne peut pas faire une interruption de service si on veut se prendre en main. Si on nous demande de faire des choses, normalement, il faut les faire jusqu'au bout. Il ne faut pas faire d'interruption parce qu'on va se décourager, puis ou on va être à moitié en cheminement ou en consolidant ce qu'on a appris, mais il va manquer des choses. Donc, la chance que j'ai eue quand même à l'époque, c'est que vu que j'étais le virage et la casa, j'ai devancé l'aide. Donc, j'ai réussi quand même à avoir un psychologue rapidement, mais j'ai trouvé ça quand même sur le coup un petit peu aberrant. Oui, on veut des services gratuits, mais justement, on a besoin d'aide. Quelqu'un qui est dans la rue, qui a un toit temporaire, qui a besoin de faire un certain cheminement, s'il a besoin de se consolider pour justement pas recommencer ce qu'il a fait, il faut aller de l'avant, un pas à la fois, mais jamais reculer si possible. Et ça, j'ai trouvé ça déplorable. Et par la suite, j'ai encore vécu une autre expérience. Je suis très reconnaissant des ressources, des personnes qui nous aident à vouloir nous prendre en main, sauf que je pense que malheureusement, dans la meilleure intention des gens, il y a certains services où les gens ont une fonction de travail à faire, mais ils ne vont pas malheureusement chercher le client ou la personne qui est devant elle. Moi, j'avais un problème de dépression, oui, mais je n'étais plus dépressif à l'époque en 2006. Mais c'est dans mon passé. Et quand j'étais sur l'aide sociale temporaire, quand je rencontrais mon intervenante de l'époque, je lui ai demandé une formation. Elle m'a dit, pourquoi tu veux une formation? Ben, j'ai dit, c'est parce que je travaille en hôtellerie, je consomme, l'hôtellerie, c'est pas bon pour moi. Je veux justement faire de la relation d'aide. Et comme sur mon papier médical, c'était marqué que j'étais alcoolique, joueur compulsif, mais que j'avais des symptômes de dépression, sans juger la personne, elle a s'est fiée sur le papier et a pensé de bonne foi que j'étais une personne qui pouvait arrêter de consommer, mais les symptômes de dépression seraient à vie et elle m'a mis inapte à vie. Donc, depuis 2006, je ne peux pas travailler. Ça a l'air que je suis considéré malade de cette personne. Je n'en veux pas, mais j'aimerais bien qu'on puisse, dans une certaine chose, que les gens qui nous aident aient aussi une petite ouverture d'esprit en formation et autres, que oui, David a un problème de dépression, c'est marqué sur un papier, mais j'ai plus les symptômes. L'alcool et le jeu restent, mais je suis en rétablissement. Mais les symptômes de dépression, dans mon cas à l'époque, n'existent plus. Je suis pas parfait, mais depuis ce temps-là, j'ai côtoyé du monde sur la Rive-Sud qui travaille en santé mentale. Et sans me vanter, il dit, si on a des David, on ferme demain matin. Parce que si j'avais les symptômes, je suis obligé de fonctionner avec des pilules et de l'aide. Si j'ai ces symptômes-là, comme j'avais à l'époque. Et je ne veux pas me vanter, mais depuis que je suis tout seul, j'ai mon propre logement. Donc, je travaille en hôtellerie. Donc, c'est sûr que pour me nourrir, ce n'est pas un problème. Mais je paye mes comptes. J'ai jamais eu un compte. Je ne suis pas pointé en retard. Donc, je n'ai pas besoin d'aide en suivi. Mais c'est un jugement. Il faut apprendre à accepter aussi cette étiquette-là parce qu'on appelle ça santé mentale. Donc, au lieu de me battre, ben, je me suis, dans mon corps, si on veut virer de bord, j'ai décidé de le dire, l'expliquer et justement, depuis 2007, vu que je suis inapte, les gens des fois me demandent même comment ça se fait que j'en fais plus qu'un salarié, je m'implique. C'est ce que je fais. Donc, là, quand j'ai vu cette chance inouïe qu'enfin on avait une très bonne étude sur le Québec au complet en itinérance homme, j'ai dit que c'était une bonne situation d'embarquer. J'ai été très chanceux d'être choisi justement par mon application sur la Rive-Sud. C'est un ami qui m'a fait pouvoir rentrer dans cette recherche-là. Donc, c'est ce que je fais maintenant. Je milite et j'explique la difficulté de se prendre en main, mais il ne faut pas se décourager. Les ressources existent. Sont des fois inadéquates ou malheureusement, évidemment, c'est de l'argent, je le sais. Je suis très impliqué côté politique et autres, donc je comprends les problèmes budgétaires et l'argent qu'on demande, sauf que je ne suis pas l'exception. Mais si on peut permettre à une personne comme moi d'éviter de rester dans la rue, je suis certainement, malgré que je suis inapte au travail, je coûte certainement encore moins cher quand même, parce que je risque pas de faire des délits, je risque peut-être pas de retomber en prison ou de voler ou justement me mettre dans une situation d'une tentative de suicide où je me rate, où là, je serai dans un état quelconque où je vais avoir besoin de suivi, de soins en permanence. Donc, je suis quand même un atout. Mais ce qu'il faudrait, c'est ne pas faire d'interruption de service, si possible. Et quand quelqu'un veut se prendre en main, c'est sûr que je peux comprendre la difficulté, mais pour moi, c'était aberrant à l'époque de dire, attends, tu fais une thérapie, on te demande de voir un psychologue, mais tu attends plusieurs mois. OK, quand j'aurai fini la thérapie, si finalement j'ai fait ma thérapie, j'ai vu des choses, si on me dit de voir un psychologue, c'est qu'il me manque des choses. Alors, la crainte que j'aurais eue entre la fin de ma thérapie
peut-être même quitter la CASA si je n'étais plus à la CASA, puis en sachant que je dois faire quelque chose, j'aurais été en alerte et en inquiétude de peut-être retomber. Et moi, de 95 à 2005, faisait 10 ans que je me battais directement avec des ressources et des rechutes et autres. Et cette fois-ci, j'étais décidé à tout faire ce qu'on me dit de faire pour une première fois. Et on allait peut-être indirectement me mettre certains bâtons dans les roues. Bon, je me suis battu, j'ai réussi. Et grâce à ça, ben, j'ai pu continuer à cheminer. Puis j'en profite rapidement parce que je sais quand même il y a beaucoup de gens de différentes ressources et autres. S'il y a des gens qui ont besoin d'avoir un témoignage de vécu, de qu'est-ce qui emmène une personne dans la rue, parce que moi, j'étais avec une cuillère d'argent dans la bouche, comment on peut se sortir de la rue, la façon de reprendre confiance, puis tout le cheminement de qu'est-ce que ça peut faire être dans la rue, entre la consommation, les dépressions, les tentatives de suicide, et se sortir de la rue que ça fonctionne, c'est ma façon de redonner aujourd'hui. Je fais des témoignages de moi. Comme je dis, moi, je ne veux pas de médaille, mais juste expliquer à certaines personnes que oui, ça marche. Et ceux et celles qui sont là comme intervenants, bien, merci, parce que je sais que s'il n'y avait pas d'intervenants ou de gens comme la CASA, un David et d'autres comme David, ils seraient certainement, peut-être même plus dans la rue dans mon cas, parce qu'à un moment donné, la chance finit par nous lâcher, là. Donc, sachez une chose, c'est que vous faites un excellent travail, sauf que malheureusement, certains services sont pas en lien directement pour faire un cheminement de A jusqu'à Z sans aucune interruption. Et ça, c'est comme j'ai dit, quand on a une maison comme la CASA qui est incroyable, puis qui nous permet justement d'être solide avec le cheminement qu'on veut, bien, si à un moment donné, une ressource qu'on a besoin n'est pas là au même moment, ben ça peut nuire en partie au rétablissement, parce que si j'aurais pas eu le psychologue après, il m'aurait manqué quelque chose. Comme je dis, j'aurais vécu dans la crainte, je voulais plus rechuter, je voulais fonctionner. Mais si on me disait psychologue, c'est le virage ne peut pas tout faire, mon intervenante excellente de la place ne peut pas tout faire, donc j'ai besoin de cette chose-là. Et là, je voulais y aller cette fois-ci. Enfin, j'ai mis 10 ans à comprendre, mais là, j'allais faire tout ce qu'on me disait avant de faire un genre de cheminement. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'en parle et mon nouveau cercle d'amis en plus, puis il y a des gens qui me connaissent, j'ai même incroyablement des gens très, très connus et autres, ont accepté qui je suis. Toutes les nouvelles personnes dans mon cercle de vie savent que David est alcoolique, joueur compulsif, a eu des périodes de dépression et de suicide. Et actuellement, il n'y a plus personne. Je ne cache plus mon passé aux nouvelles personnes dans ma vie, juste par principe d'être justement ce qu'on dit en thérapie. Chez les alcooliques anonymes, il faut être honnête. Ben, je ne suis pas parfait, mais j'essaie d'être honnête. Donc, au moins, je dis aux gens qui rentrent dans ma vie, qui j'étais, puis j'ai eu des cadeaux incroyables rapidement chez les alcooliques anonymes. Ceux qui ne savent pas, on prend des jetons et des gâteaux. J'ai des gens qui ne sont pas alcooliques, qui ont le droit de donner des gâteaux, mais j'ai des gens connus qui pourraient être gênés indirectement de se montrer devant une personne qui est un ami, qui est un alcoolique. Si vous savez, certaines personnes qui m'ont donné des gâteaux, c'est quoi leur fonction aujourd'hui dans la vie, puis qui s'affichent, puis qui se foutent totalement du passé, mais de la personne qui est aujourd'hui. Ça aussi, ça prouve aussi justement aux gens qui se prennent en main qu'il ne faut pas non plus continuellement se taper sur la tête juger, il faut se donner la chance. Parce que j'ai des gens autour de moi, quand j'ai certaines fonctions de certaines personnes qui osent s'afficher, et puis que il ne faudrait pas leur dire quelque chose de négatif, parce que pour eux, le passé, c'est le passé. On regarde la personne aujourd'hui, c'est spécial. Donc, encore merci. Et comme j'ai dit, cette recherche est incroyable. Ça a pris 3 ans pour les gens qui l'ont structuré, rendu public en écrit, le webinaire. Puis, moi, c'est sûr que je vais finir là-dessus, mais il y en a qui le savent. Malheureusement, c'est mon côté un peu militant dans certaines choses. J'aimerais tellement qu'on puisse faire un genre de webinaire. C'est tellement différent, je l'ai vu. Demi-journée ou une journée, mais présentielle. Et comme je dis, moi, je suis très impliqué en politique. Il faudrait que les élus de tous les paliers, ministres et autres, voient ça. C'est la première fois depuis que je fais du militantisme que je vois, pour moi, personnellement, une étude aussi précise sur les besoins en itinérance. Donc, si on pouvait enfin peut-être réussir à plus sortir les gens de l'itinérance, parce que c'est tellement complexe, mais je trouve que ça fonctionne. Moi, si j'ai réussi, c'est les ressources. Je ne dois pas être le seul qui est capable, mais justement, il faudrait justement, c'est compliqué, mais c'est le nerf de la guerre. Il faut quêter de l'argent, et l'argent est où?
à Ottawa et à Québec. Donc, merci beaucoup. Puis, comme je dis, s'il y a des gens un jour qui cherchaient un conférencier, vous écrivez, vous n'avez pas mon courriel, mais je pense par le Crémis ou autre, là, vous êtes capable de rentrer en contact avec moi, donc n'hésitez pas. Exactement. Si vous voulez avoir David comme conférencier, vous pouvez communiquer avec les Crémis. Ils vont vous mettre en lien direct avec M. Blanchard. Merci beaucoup. Très intéressant. Il y a des commentaires là, dans le chat là, qui vous remercient de votre témoignage. Donc, Marlène est avec nous de la CASA. je vais maintenant lui passer la parole là, pour nous donner des exemples là, de défis rencontrés. Merci beaucoup. Ben, je suis désolée, j'ai fermé 2 minutes, mais vous étiez entre bonnes mains. David est un meilleur représentant que moi. Merci beaucoup, David. C'est un ambassadeur extraordinaire pour la CASA. Je veux dire aussi merci à Philippe et à Ariane pour cette belle recherche universitaire. Je pense qu'il faut documenter le travail qui est fait dans le réseau communautaire. Il ne faut pas cesser. Il y a très peu de recherches universitaires qui sont faites. Puis pour mes collègues, je vous invite à participer à ces comités consultatifs, à ces recherches-là, parce que c'est extrêmement précieux, même pour ceux qui pourraient avoir besoin de les utiliser administrativement parlant, mais aussi pour toute la rigueur des questions cliniques, c'est vraiment extraordinaire. David vous a parlé de plein de choses. Il vous a parlé un peu de la CASA. Je ne suis pas ici pour vous faire une présentation de la CASA, mais simplement vous dire qu'actuellement, je suis au niveau de l'hébergement où il y a 20 chambres il y a 10 chambres pour 20 résidents. Et on a aussi, comme David le mentionnait, un bloc appartement où vivent des hommes avec leurs enfants ou des hommes à 2 dans le même 4,5 qui se partagent les frais puis qui ont des subventions aussi de l'Office municipal d'habitation pour être à coût réduit. Donc, on chemine avec eux pendant 3 ans si c'est ça qui est leur besoin. Donc, moi, j'aime bien parler de réaffiliation plutôt que de réinsertion, parce que réinsertion, ça présuppose qu'on réinsère une personne dans la société. Pour moi, les personnes en situation d'itinérance n'ont jamais quitté la société. Je dirais que ça serait plutôt le contraire, c'est plutôt la société qui les a quittés. Alors, eux, comme souvent ça arrive dans une famille, la personne toxicomane, je dis souvent, pas tout le temps, mais souvent, la personne toxicomane, elle va dire à sa famille, arrêtez de vous prendre pour d'autres, on a des problèmes dans notre famille. Il faut regarder nos problèmes. Mais je pense que la personne itinérante a dit la même chose à sa société. On a des problèmes dans notre société, puis il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on est dans un pays nordique, puis il y a des gens qui dorment dehors. Ils dorment dehors dans les grands froids, ils dorment dehors dans les grandes chaleurs. On tient, nous, à bout de bras ici à Longueuil, avec, entre autres, la halte du coin, l'abri de la Rive-Sud. On a un continuum de services et la CASA arrive quelque part après les refuges où la personne est prête à s'investir dans une démarche qui va apporter du mieux-être dans sa vie. Je vous reparlerai, j'ai très peu de temps, fait que je ne vous reparlerai pas de tous les défis. De toute façon, Philippe et Ariane vous ont bien brossé un beau tableau des défis. Moi, j'aimerais ça qu'on aille plutôt dans les défis des organismes communautaires, des enjeux. On essaye de trouver des mécanismes de solution à, il y a un usager d'ailleurs à la table en santé mentale qui faisait remarquer aux organisateurs communautaires des CIS que dans le mot CIS, il y avait l'approche intégrée. Donc, David vous en a longuement parlé, où c'est vraiment très important d'être capable de s'asseoir avec les centres de réadaptation, avec les services en santé mentale, avec tout le monde, tous les professionnels dont on a besoin pour travailler dans le cheminement d'une personne qui est avec des gros problèmes, à haut risque d'avoir des problèmes qui sont encore pires, dont le suicide, la maladie et autres. Donc, en termes d'enjeux pour nous, je vous dirais que de façon, il y a l'intrinsèque puis l'extrinsèque pour moi, là, pour l'intervenant puis pour l'organisation, c'est-à-dire l'intrinsèque plutôt dans le monde intérieur de l'être humain.
On travaille, puis tantôt, je vous reparlerai de ce que ça nécessite en termes de ressources, mais on travaille beaucoup à des planifications stratégiques. Je pense que c'est important dans les dernières années, moi, dans les 20 dernières années, dans les organismes communautaires, on fait des planifications stratégiques aux 3 ans puis aux 5 ans, puis je pense que c'est absolument nécessaire. Il faut se remettre en question, il faut se reposer des questions, il faut rencontrer les résidents, leur demander qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas de nous, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs nouveaux besoins. Il faut continuer de faire des planifications stratégiques. Il faut continuer de travailler sur nos modèles d'intervention. Nous, dernièrement, on avait un projet de refonte du modèle d'intervention. Puis finalement, on est en train de se rendre compte qu'on refait totalement le modèle d'intervention. On a juste réalisé qu'à un moment donné, dans notre ancien modèle, on se positionnait comme des modèles nous-mêmes. Alors, qui sommes-nous pour être des modèles pour les personnes qui en sont, justement? Pour moi, les personnes en situation d'itinérance sont des modèles extraordinaires. Donc, on se positionne plus avec 3 postures maintenant. Mais ça non plus, je ne vais pas tout vous expliquer ça, mais entre autres, vous dire que la première posture, on va travailler ensemble à accepter un code de vie commun. Parce que dans nos familles, c'est comme ça, il faut laver le bain puis il faut laver la vaisselle. Fait que dans un organisme communautaire, quand on vit à 25, 30, 40 personnes, bien, il faut laver la vaisselle, puis il faut rentrer à certaines heures. Il ne faut pas parler trop fort quand quelqu'un dort à côté. Puis on ne peut pas être intoxiqué puis se vomir la vie non plus pendant que l'autre essaye de se rétablir. Fait qu'on va essayer dans notre première posture de travailler avec le résident pour que ça soit établi au départ, de voir comment on peut vivre ça ensemble pour ne pas passer 6 mois à travailler rien que là-dessus. Travailler sur l'extrinsèque, où est-ce qu'on travaille sur l'environnement continuellement puis pour essayer d'éviter d'aller à l'intérieur de nous. Fait que si moi, comme intervenant, je veux travailler avec toi, j'ai une posture 2, j'ai une posture 3, puis la posture 3, c'est que tu es un expert, puis je suis un expert, puis toi, tu es l'expert de ta vie, puis on va travailler ensemble. Puis on va s'échanger de l'information et toi, tu sais plein d'affaires, puis on va grandir ensemble. Ce ne sera pas juste moi comme intervenant qui va être l'expert, ça va être toi aussi qui va m'enseigner plein d'affaires, puis je suis ouvert à ça. Je suis ouvert à une intervention ou à une relation en pleine conscience. Alors, on s'en va vraiment vers ça, vers un être humain qui travaille avec un autre être humain. On a toujours été là, mais on veut améliorer ça encore plus. On veut vraiment aller chercher l'expertise de la personne avec qui on travaille. Donc, recours, non-recours, c'est sûr qu'à la CASA, nous, avec les listes d'attente tout le temps, évidemment, de au moins 20 personnes, on le sait que les gens n'ont pas toujours recours à nos services pour toutes sortes de raisons, mais étant donné cette liste d'attente puis que les maisons sont toujours pleines, ce qu'on essaie de travailler beaucoup plus, c'est de les garder un coup qu'ils sont là. Parce que c'est ça, nous autres, notre enjeu très souvent, c'est les départs précipités. Puis les départs précipités, encore là, la recherche en parle beaucoup. Comment on peut faire? Des fois, c'est des petites choses. Tu sais, comme là, on attend on a quelques petits accros, là, mais on veut avoir un coucher plus tard, un couvre-feu plus tard. On essaye le plus que possible de voir quels sont les irritants, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Bon, il y a 1 million d'exemples que je pourrais vous donner là-dessus, mais je pense que c'est important d'être bien à l'écoute puis d'essayer de repousser le plus que possible. De là, cette volonté-là qu'on a de travailler avec eux rapidement sur l'acceptation du code de vie. Donc, mettre l'autorité là, de côté le plus qu'il faut pour qu'ils se sentent dans leur maison, accueillis en toute bienveillance. À part les planifications stratégiques, le modèle, je vous dirais, pour conclure un peu, là, que mon avant-conclusion, mettons, je vous demande encore 3 minutes. Il y a le fait de... je suis en train de perdre mon fil, une bonne planification stratégique, c'est ça, le personnel formé. Je veux qu'on se parle 30 secondes d'argent parce que moi, j'ai la croyance que de l'argent dans notre société, il y en a en masse.
Ça fait 30 ans que j'entends dans le communautaire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il y en a de l'argent. Il y a plein d'argent qui sont placés dans les paradis fiscaux. On fait plein de mauvais placements socialement. Bref, de l'argent, il y en a. Il faut juste mieux le répartir, mais ça, je ne vous l'apprends pas. Je le sais que vous le savez déjà, mais vu qu'on apprend par la répétition, je vous le redis. Alors, arrêtons de se parler d'argent, puis essayons de voir, parce que si on veut les garder, les personnes qui sont à haut risque dans nos organismes, je pense que c'est important que le personnel soit formé. Moi, ça fait 12 ans que je suis à la CASA et pour moi, on a diamétralement changé. Pourquoi? Parce qu'on est passé par des formations sur la santé mentale, prévention du suicide, toxicomanie, etc., etc. Fait que des intervenants qui sont bien formés, ils vont être capables d'aller beaucoup plus loin, non seulement dans l'admission, ils vont admettre des personnes qui sont parfois avec des chronicités assez importantes parce qu'ils sont assez compétents pour le faire, parce qu'ils ont été formés. Puis aussi, ils vont être capables de les garder plus longtemps parce qu'ils vont comprendre qu'est-ce que c'est que d'avoir un trouble de personnalité limite, puis ils ne vont pas faire une fin de séjour à la première crise de la personne. Donc, c'est très, très, très important d'être formé. Puis vous le savez, les formations, ça coûte de l'argent. Mais il faut en mettre de l'argent dans les formations pour nos intervenants. Il faut mettre de l'argent aussi dans leur santé mentale, s'assurer d'avoir des journées de ressourcement, s'assurer d'avoir des bonnes conditions de travail. Pour les résidents, je vous dirais en conclusion que de la bienveillance, de la stabilité, beaucoup d'amour de l'être humain, hein, parce que le mot amour, des fois, c'est tabou auprès des professionnels. Alors, je pense qu'il faut se redire que ça prend de l'amour de l'être humain, de l'amour de soi-même. Il faut prendre soin de soi à travers tout ça. Beaucoup de bienveillance, puis choisir d'être une bougie d'espoir. Sinon, ben, le reste, je pense que ça devrait aller. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Marlène. Très intéressant. On va redonner la parole à Philippe Benoît et Ariane pour nous parler des résultats sur les pistes d'intervention. Je vous donnerai peut-être un 10 minutes maximum parce qu'on a pris un peu plus de temps pour les autres présentations. C'est bon. Je vais repartager mon écran. Donc, on va vous parler maintenant des pistes d'intervention en fait, que se sont dégagées. Toute l'idée, en fait, que c'est des pistes d'intervention qui ont émergé, en fait, de nos analyses. Donc, lors des groupes de discussion, lors des entrevues avec les hommes, les différents acteurs et actrices ont proposé, en fait, des éléments pour améliorer l'intervention. Ça, c'est toi, Ariane. Oui. Oui, en fonction des, entre autres, les barrières qui ont été identifiées autant par les intervenants et intervenantes que par les hommes, mais aussi ce que les hommes ont mentionné à aller chercher dans les services. On a séparé ça en 3 niveaux, donc relation d'aide, accompagnement, niveau organisationnel, puis au niveau structurel. Switcher. Donc, le lien de confiance, l'ouverture, possibilité de se montrer vulnérable, c'est toutes des thématiques qui sont sorties autant des intervenants et intervenantes que des hommes. Il a été question aussi de favoriser des relations qui sont empreintes d'humanité, mais dès l'accueil dans un service, finalement. Donc, les hommes vont apprécier les endroits où il y a un accompagnement qui est personnalisé, où ils ne se sentent pas comme un numéro. Donc, on a plusieurs hommes aussi qui ont mentionné « Ah, cet endroit-là, je me suis senti comme un humain. » Donc, les gens étaient gentils avec moi, j'ai senti que je n'étais pas jugée. Puis on voit qu'ils vont reconstruire une image positive d'eux-mêmes à travers la relation qui est créée avec les intervenants, intervenantes. Ça va atténuer la honte, puis ça permet aussi une reconnaissance. Sinon, créer le lien de confiance, ça passe aussi par la mise en place d'espaces informels, en fait, pour partager entre hommes, mais aussi entre hommes et intervenants, intervenantes. Ça semble plus facile pour les hommes, finalement, de s'ouvrir quand ils sont dans un contexte qui n'est pas un contexte formel d'intervention. Ça devient, en fait, un échange qui est plus entre un aidant puis un aidé, mais où les hommes se sentent un peu plus d'égal à égal. Puis, il y avait aussi la question d'accompagner les hommes à leur sortie des établissements, entre autres, par exemple, en allant présenter les hommes aux nouveaux services où ils vont fréquenter par la suite, là, en fait, là, pour que la personne soit déjà connue et que ce soit rassurant. Tout ça, ça prend du temps. On disait tout à l'heure, les hommes peuvent avoir de la rancune, ils peuvent avoir un bris de confiance envers le système. Donc, c'est encore plus important de respecter leur rythme dans ce contexte-là. La question du travail de proximité.
Ça permet, entre autres, de créer justement le contexte informel d'intervention dont on parlait tout à l'heure. Puis pour des hommes qui sont vraiment en rupture de service, où c'est plus long de recréer le lien, mais le travail, par exemple, des travailleurs, travailleuses de rue, va permettre cet accompagnement-là, puis de créer un lien sur du plus long terme. Aussi, pour les hommes, d'aller chercher, de se déplacer vers les ressources. Des fois, ça implique de cesser leurs activités, par exemple, qui leur permettent d'avoir de l'argent, comme la quête. Ça peut vouloir dire de perdre son spot de quête, de risquer de se faire voler. Donc, il y a un coût, en fait, à aller vers les ressources. Donc, les hommes reconnaissaient l'importance aussi qu'il y a des intervenants, intervenantes qui viennent leur offrir des services là où ils se trouvent pour ne pas avoir justement à cesser les activités qui font en sorte qu'ils se sentent autonomes puis qu'ils se sentent reconnus. Dans le même ordre d'idée, de mettre plusieurs services sous un même toit, ça évite des déplacements qui sont parfois difficiles, mais ça fait aussi en sorte que les hommes n'ont pas à se montrer vulnérables à répétition, des fois dans la même journée, en allant cogner à plusieurs portes. Pour les interventions basées sur l'empowerment, il y a aussi la question d'inclure les hommes dans les décisions qui les concernent, que ce soit individuellement, mais aussi dans comment les services sont structurés. Là. Les hommes qu'on a rencontrés avaient une opinion sur la façon dont les services devraient être déployés. Puis, en fait, il y a plusieurs hommes qui sont impliqués dans leur communauté, puis qui vivent une reconnaissance, en fait, d'être impliqués, fait que d'utiliser ça, justement, là, pour avoir leur point de vue. Puis pour certains hommes, c'est plus facile de s'ouvrir aussi avec des personnes qui ont un vécu similaire au leur. Donc, le lien se crée plus facilement, puis ils vivent moins de jugement dans ce contexte-là. Donc, il y avait la question de la paire aidance aussi qui ressortait. Super. Au niveau de l'organisation des services, en fait, un des enjeux qui a beaucoup émergé, c'est de favoriser en fait l'accessibilité sous différentes formes. Il y a l'idée, entre autres, là, de faciliter les conditions d'accès en diminuant, par exemple, les barrières là, à l'entrée dans les services. Ça peut être aussi de faciliter là, les procédures administratives. Là-dedans, les hommes, entre autres, parler là, de toutes les difficultés, pas juste pour négocier à travers les ressources directement, mais avoir accès à des programmes sociaux, comme l'aide sociale, par exemple, la complexité aussi là, des formulaires à remplir. Donc, l'idée de revoir un peu l'accessibilité de l'accès aux différents services. L'idée de continuité des services, ça évoque pas mal ce que David disait aussi tantôt, cette idée en fait de s'assurer d'un accompagnement pour les hommes. Il y a entre autres la question, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais quand on fait des analyses sur les trajectoires des hommes qui mènent vers l'itinérance, il y a entre autres la question des sorties d'établissements comme les établissements carcéraux, donc les prisons, par exemple. Il y a cette idée, en fait, de favoriser une continuité, donc de s'assurer qu'à la sortie des centres carcéraux ou centres de thérapie ou les centres jeunesse, qu'il y ait comme un accompagnement pour s'assurer que les hommes, en fait, puissent être pris en charge de façon plus autonome, mais aussi plus soutenue. C'est la question aussi de maintenir les services centrés sur les besoins de subsistance. Il n'est pas question ici d'annuler, puis de moins mettre des services, là, par exemple, d'urgence ou des services là, en itinérance, là, où on offre des éléments de base là, comme l'alimentation, comme des vêtements, etc. En fait, ce que les intervenants nous ont dit, c'est que ces éléments-là, en fait, d'offrir des besoins de subsistance, ça permet de répondre à des besoins, mais ça permet aussi de créer du lien. Rapidement, on peut établir un lien avec les hommes. C'est à travers ces petits gestes, en fait, qu'on arrive à créer un lien de confiance et à réaffilier là, les hommes à l'intérieur des services. Toute l'idée de sécurité et d'intimité qui évoque plusieurs choses, entre autres, la composante de sécurité, c'est de diminuer là, les barrières de discrimination de différentes façons, mais d'enlever, en fait, dans nos ressources, les discriminations basées, par exemple, sur l'origine ethnique ou l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Donc, essayer de créer des environnements où c'est sain, où on se sent en sécurité, notamment chez les hommes avec des statuts minorisés. Toute la question de l'intimité aussi, donc de créer des espaces où les hommes se sentent confortables, se sentent chez eux, en fait. Puis derrière ça, ça peut être même la question des couples, donc d'essayer de favoriser des espaces où on peut aller s'installer, dormir, par exemple, avec nos partenaires. Toute la question de la propreté des ressources. Puis ça, c'est intéressant, c'est pas juste des endroits propres, là, qui sentent bon, mais c'est aussi toute la question aussi de beaux environnements. Fait qu'il y a vraiment cette idée un peu transversale sur sécurité et intimité qui est de favoriser un chez-soi aussi à l'intérieur de nos ressources où on se sent bien à l'aise de vivre. Puis le dernier point, c'est toute la question de sensibilisation et la question d'argent, donc financement des différents programmes et services.
un des éléments, en fait, qui a quand même pas mal émergé des réflexions, c'est de travailler en amont. Donc, de sortir aussi d'une logique juste centrée sur l'urgence, le curatif, essayer de penser un peu autrement nos services, donc dans une logique de prévention d'itinérance. Il y a plusieurs choses qui ont été évoquées, mais d'essayer d'intervenir dans les points de bascule. Ça veut dire, entre autres, de favoriser le logement abordable pour les hommes, de favoriser l'employabilité, d'essayer de réduire l'appauvrissement. On peut penser à des mesures fiscales comme le revenu garanti. Donc, essayer de repenser un peu tout ça pour intervenir en amont. Toute la notion là, de lutte contre les normes de masculinité hégémonique, il y a toute une réflexion qui a été portée, entre autres, par les intervenants, de se dire, ben, il faut changer cette culture de masculinité un peu toxique dans notre société. Il faut l'adresser de fond, puis ça va juste être bénéfique, en fait, pour les hommes. Puis l'idée, c'est de sortir, oui, dans nos ressources en itinérance, il faut la mettre de l'avant, cet enjeu-là, mais aussi autrement, à l'extérieur, dans les écoles, avec des processus d'éducation à la sexualité, etc. C'est la question de la sensibilisation, donc de sensibiliser la population à l'itinérance, notamment chez les hommes, pour briser un peu les préjugés. Puis un peu la question de la formation, comme Marlène l'évoquait tantôt, c'est beaucoup été nommé là, par les intervenants, cette nécessité d'être mieux formé pour comprendre différentes réalités, mieux formé pour intervenir sur les agressions sexuelles, par exemple, sur la diversité sexuelle, la pluralité de genre, donc d'être capable d'embrasser aussi une pluralité de réalités chez les hommes. Puis il y a aussi toute la question de pas juste former les gens en itinérance, de former aussi les intervenantes dans les autres secteurs, dans le réseau de la santé et peut-être même à l'extérieur même du réseau. On peut penser dans les écoles, dans les prisons, dans les centres carcéraux. Donc, cette idée-là de réfléchir un peu autrement à l'itinérance et de former les gens un peu partout à cet enjeu. Et finalement, la dernière question, c'est qui a beaucoup émergé, de reconnaître en fait l'importance des organismes communautaires, du soutien des organismes communautaires à la lutte à l'itinérance, de mieux financer leurs actions. En fait, ça vient avec cette idée de reconnaissance aussi. Donc, si le communautaire prend de la place, ben, il doit être financé à la hauteur en fait, de ce qu'ils sont en train de faire pour soutenir l'offre de services en ce moment. Donc voilà, là, c'était la fin. Merci beaucoup pour cette présentation, très intéressant. Dans le chat, Rachel vous a partagé là, des liens pour des outils là, spécifiques en lien avec les thématiques abordées aujourd'hui. Donc, merci à vous quatre là, pour avoir pris parole dans cette première partie de la présentation. On va passer au côté un peu plus table ronde avant la période de questions. Donc, j'ai quelques questions pour vous qui s'adressent là, à Marlène, Philippe Benoît, David et Ariane. Puis, je vous invite à prendre parole là, si vous souhaitez répondre aux questions. Donc, la première question, ça serait comment les relations entre les services peuvent améliorer ou nuire à la qualité ou à la continuité des services pour contribuer ou non à soutenir les hommes dans leur établissement? Qui voudrait répondre à cette question? Oui, David? J'en ai parlé un petit peu. C'est quand on commence à rentrer dans une bonne ressource qui est là pour nous donner un début de cheminement qu'on a besoin d'une certaine sécurité. Dans mon cas, j'étais alcoolique et autres, j'avais des rechutes, donc je devais aller chercher quelque chose par rapport à mon alcoolisme, donc une thérapie externe parce que l'interne ne voulait plus la faire. Et comme j'ai expliqué, on m'a dit, il faut que tu rencontres une psychologue aussi parce que c'est sûr que tu as certaines choses à travailler. Donc, ce qu'il faut dans ces choses-là, c'est qu'on a une ressource qui nous accueille, qui nous fait un plan de match, qui nous laisse plus ou un peu de latitude par rapport à ce qu'on a besoin pour ce pendant-main, parce que c'était la condition. Mais mon intervenante m'a dit, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu penses et autres. C'est le but. Comme on dit, ils veulent nous remettre dans la société, mais ils veulent nous donner notre opinion à nous de comment se prendre en main pour espérer n'avoir plus besoin d'un hébergement puis de retomber. Et c'est ce que j'ai voulu faire, mais c'est ça, c'est la difficulté des fois d'avoir une première ressource, ce qu'on a besoin pour travailler notre problématique jusqu'au bout de sortir de cette ressource. Des fois, il y a comme je dis, Marlène l'a dit, moi aussi, je crois qu'il y a de l'argent pour tout le monde, là, parce que
mon côté politique et je suis très militantiste, mais je connais très bien comment ça fonctionne les budgets dans ce milieu-là. Il y en a. On est souvent vu comme des quêteux, des demandeurs d'argent, puis ils disent que ça ne sert à rien. Comme je dis, je ne veux pas dire que je suis un miracle, mais je ne dois pas être le seul. Mais sans ressources, je pense qu'on coûterait plus cher à la société, justement. Parce qu'il y en aurait des itinérants, ils seraient dans la rue, ils ne seraient jamais en cheminement, ils seraient toujours en consommation, ils seraient toujours dans plein de problématiques qui finiraient par coûter beaucoup plus cher. Que si tu prends une personne de A jusqu'à Z, tu l'aides à stabiliser, il y a des chances qu'elle redonne à la société, que ce soit aussi bien en bénévolat, en aide, en militantisme et autres, parce que moi, je ne peux pas travailler, mais il y en a qui retravaillent. On va redonner. Mais c'est ça, il faut des ressources pour une personne du premier jour au dernier jour qu'elle va sortir du problème pour se prendre en main un petit peu plus librement. Donc, c'est ça, je pense. Merci, David. David nous met ici là, en évidence l'importance de la continuité des services. Est-ce que quelqu'un voudrait peut-être ajouter quelque chose à ce niveau-là ou peut-être d'aller plus vers c'est quoi les relations entre les différents services là, qui devraient être mis en place ou améliorés ou changés? Bien, Marie-Michel, peut-être que je pourrais y aller un peu Oui. avec les deux, dans le sens où, oui, la continuité des services, mais aussi travailler ensemble. À Longueuil, par exemple, là, je ne me ferai pas aimer peut-être, là, mais bon, ça m'arrive souvent. À Longueuil, il y a, je pense, à peu près 10 ans, on s'est assis avec une organisatrice communautaire ou bon, une travailleuse sociale du CIS, puis on voulait faire des PSI, des plans de services individualisés. Tout le monde s'assoit ensemble, on se parle. Mais là, il y avait une formule qu'il fallait faire. Fait qu'on a fait la formule, puis on a mis tous nos logos dessus. Puis il a fallu faire enregistrer ça, puis bon, tout ça. Et la personne avec qui on travaillait est tombée malade. Bien, croyez-le ou non, il y a 2 ans, je pense qu'il y a une travailleuse sociale du CIS qui nous a convoqués pour être sur une table commune, puis on devait recommencer cet exercice-là. Il n'y a personne qui était au courant que cette formule-là existait déjà, puis il fallait la recommencer au complet. Fait que ça n'a pas d'allure. Il faut mettre de la souplesse. Il faut arrêter d'avoir des formules à n'en plus finir, puis s'asseoir ensemble, puis travailler réellement ensemble dans de la souplesse. Je pense que le mot à retenir, c'est celui-là. Merci beaucoup, Marlène. Philippe Benoît, Ariane, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter sur le sujet? Ben oui, nous, on le voit à travers les résultats. Là, c'est clair que cette idée de continuité, là, je viens juste d'en parler, mais elle est fondamentale. Puis l'idée de continuité, je trouve, ce qui est intéressant, c'est pas juste mettre des services pour mettre des services, puis de s'assurer que les hommes ne passeront pas entre les mailles du filet. Là. C'est aussi s'assurer d'un lien de confiance aussi. Fait il y a cette idée-là de créer une continuité de service, mais à travers un accompagnement qui est soutenu, qui est réel, qui est humain aussi. Surtout qu'on l'a vu, là, les hommes, en fait, dans l'étude, parlent beaucoup de méfiance par rapport au service. C'est des occasions, en fait, souvent, qu'il faut saisir, qui peuvent être manquées dans certains cas si on ne les saisit pas correctement, puis qui va juste venir engendrer davantage peut-être de méfiance, de rupture en lien avec certains types d'établissements. Donc, cette idée de continuité, ça paraît très large, mais c'est cette idée de s'assurer en fait que les hommes soient là, qu'on soit présent pour les hommes, puis qu'on s'assure de ce lien de confiance maintenu à travers un processus aussi temporel. Et ça veut dire aussi de rapprocher peut-être les services des hommes. Donc, cette idée de proximité, là, c'est dommage qu'Annie Fontaine ne soit pas là, mais probablement qu'elle nous aurait parlé de travail, de proximité, d'aller vers les gens, les travailleurs de rue, par exemple, cette idée d'être en contact avec les hommes, en fait, pour maintenir du vrai lien, puis pas juste du lien d'établissement, de protocole, puis de paperasse, là, comme Marlène l'a dit, là, mais du vrai lien humain avec les hommes. Merci beaucoup. David et Ariane, vous pourrez prendre parole. Vous avez 1 minute chaque. Ben, je ne me fais peut-être pas d'amis moi non plus, mais ce que j'ai malheureusement déjà vu, parce que comme j'ai dit, moi, je veux simplement parler de moi, je ne cherche pas à prendre une job de personne non plus. Des fois, on dirait qu'il y a une compétition entre certains organismes communautaires, je l'ai senti justement pour du financement, et des dédoublements au lieu de travailler main dans la main pour avoir des fois des financements. Et j'ai vu des organismes qui disaient qu'ils faisaient tel service malheureusement pour essayer d'avoir un financement quelconque. Donc, je pense qu'il faut aussi apprendre à travailler main dans la main. Ce n'est pas une compétition. On veut sortir du monde, on veut travailler avec des gens qui souffrent. Donc, il faut penser à la personne. Des fois,
je comprends ils ont des intervenants, ils ont des gens qui veulent garder et un salaire. Mais des fois, là, le communautaire, c'est une chaîne, c'est main dans la main. Il ne faudrait pas travailler l'un contre l'autre et en compétition. Merci, David. Ariane? Pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, en fait, il est ressorti aussi du discours des hommes. Il y en a plusieurs qui semblent qu'ils doivent faire leurs preuves dans les ressources, qui doivent démontrer leur autonomie, qui doivent montrer qu'ils sont capables de faire leurs démarches par eux-mêmes, alors qu'en même temps, il y aurait un besoin d'être accompagné, entre autres, par exemple, par des gens qui font le travail de rue, entre les services pour être présentés, puis c'est sécurisant, ils s'en vont vers quelque part où ils ne savent pas ça va être quoi, est-ce qu'ils vont être d'accord avec les règles, c'est se rendre vulnérable. Donc, il y avait un peu une tension entre l'idée de « il faut que je prouve que je suis capable tout seul », au lieu qu'on m'accompagne alors qu'ils ont besoin de cet accompagnement-là. Merci. J'aimerais vous entendre maintenant sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les hommes se sentent plus reconnus. Grande question large. Qui voudrait prendre parole sur cette question? Je ne veux pas me mobiliser, là, mais en même temps, je pense que quand je vous parlais tantôt de nos postures d'intervention, c'est un peu ça notre recherche, dans le sens où c'est toujours la même chose. On veut que c'est des êtres humains. Tu sais, moi, j'ai déjà donné l'exemple que s'il y avait une catastrophe écologique aujourd'hui pour demain, moi, je serais la plus incompétente des incompétentes, alors qu'il y a 20 hommes dans cette maison-là qui seraient probablement pas mal plus en mesure de m'aider, de nous aider, l'équipe. C'est eux autres qui prendraient parce qu'ils connaissent leur environnement, ils connaissent plein d'affaires, ils ont plein de connaissances. Donc, il ne faut pas juste le penser, il faut leur dire. Parce que souvent, moi, quand je reçois dans mon bureau des personnes, des résidents qui viennent me voir, malheureusement, je me rends compte qu'ils ont quasiment tout le temps un complexe d'infériorité. Ils pensent que ils ont toutes sortes de pensées par rapport à nous, que nous, on les considère comme pauvres, comme inadéquats, comme ci, comme ça, alors que les intervenants, le personnel, personne ne pense ça. Personne ne pense ça. On ne travaille pas avec des êtres humains avec ce genre de jugement-là. Mais souvent, on oublie de leur dire. On oublie de leur dire leurs forces. On oublie de discuter avec eux, et ça, ben, je pense qu'il faut continuellement le répéter. Il faut leur dire toutes les forces. Nous, dans le plan d'intervention, les intervenants n'ont pas voulu avoir un plan d'intervention tout fait. On en a fait un ensemble. Puis c'est écrit, c'est quoi les forces que le résident se reconnaît à lui-même, c'est quoi les forces que moi, j'y reconnais comme intervenant. Puis ça, il faut en parler. On en discute dès le départ en faisant le plan d'intervention, puis il faut leur répéter continuellement. C'est comme ça, à mon avis, qu'ils vont se sentir bien dans nos ressources. Merci beaucoup, Marlène. Je vois que Philippe Benoît est d'accord avec les propos que tu tiens. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? David aussi dit que ça fait bien du sens. Ben oui, tu sais, je pense que c'est une approche intéressante, cette idée-là de mettre en place une approche positive sur les forces. Mais toute la notion de reconnaissance, tu sais, elle est intéressante. Puis je trouve que, en fait, je pense qu'il faut recadrer peut-être selon moi, la question, c'est la reconnaissance des hommes en situation d'itinérance, parce que dans notre société, quand même, tu sais, on pourrait très bien penser que les hommes manquent de reconnaissance, ce qui est clairement pas le cas. Là, on vit dans une société patriarcale où, de toute façon, les hommes ont quand même un certain pouvoir et un certain privilège dans notre société, mais en même temps, ça montre que ce privilège-là peut venir aussi avec des glissements vers des zones de marginalisation, en fait. Ça, je trouve que ça fait le lien avec toute la masculinité hégémonique aussi, comment la masculinité peut être toxique dans notre société. Puis, ben, cette idée de reconnaissance-là, c'est reconnaître aussi qu'on peut être un homme de différentes façons aussi. Il n'y a pas juste un modèle, en fait, d'être homme dans notre société. Ça montre aussi que je pense que nos ressources et nos services doivent s'adapter, en fait, à cette pluralité, en fait, de réalité des hommes en situation d'itinérance. On va pas mettre tous nos œufs dans le même panier, là, parce que des fois, on entend, bon, là, les hommes, autres, ils aiment ça faire du sport. On va leur mettre en place des activités sportives. Oui, peut-être pour certains hommes, peut-être que pour d'autres hommes, ça ne correspond pas non plus à leurs besoins. Puis il faut tenir compte de cette pluralité là, de messages-là, de réalité et aussi de force. Je pense, comme Marlène l'a mentionné, il faut travailler à partir des forces et des contributions aussi que les hommes ont eues dans leur réalité aussi. Là.
Merci beaucoup. Vous nous avez présenté les résultats de recherche. On a entendu les expériences de David et Marlène. J'aimerais vous entendre un peu sur comment on peut faire pour que ces résultats de recherche-là favorisent les changements de pratique ou même au plan politique, comment que ça pourrait avoir un impact là, pour, les suites à venir. Oui, David. Je suis encore un peu monopolisé, mais encore mon autre chapeau. Moi, j'en parle énormément dans mon milieu à Longueuil parce que je suis très impliqué en politique. Je suis dans les groupes d'organisation. J'ai fondé des partis. Je ne peux pas me présenter, mais je milite énormément. Je suis très proche de certaines personnes. Et je pense qu'effectivement, il y en a qui sont ouverts. Ici, à Longueuil, on est très, très chanceux. Je nommerai peut-être pas la personne quand même, mais c'est quasiment la nommer. On a un député côté fédéral qui est très porté sur l'itinérance et que ça lui fait vraiment de quoi. Il a été porte-parole pour la nuit des sans-abri avant d'être élu. On a actuellement dans le municipal des gens, effectivement, pour une rare fois, qui veulent travailler en itinérance. Il y a 2 personnes réellement nommées. Ils vont rencontrer des ressources. Ils veulent travailler avec les gens. Ils sont ouverts d'esprit. Mais c'est malheureusement une minorité. Et des fois, justement, on disait la reconnaissance. Bon, ben, comme dit, moi, je ne veux pas me vanter, mais moi, c'est mon rêve. J'en ai souvent parlé, c'est pas pour une médaille. Je rêverais, malgré mes contacts, ça n'a pas marché encore, et j'en connais du monde en politique. Moi, j'aimerais aller au Salon Bleu, j'aimerais aller à Ottawa, juste parler de qu'est-ce qui nous emmène à l'itinérance, ce qu'on a besoin pour sortir de l'itinérance, comment c'est justement gratifiant même pour tout le monde de faire sortir quelqu'un d'itinérance, comme certains disaient. On a un vécu à apporter. On ne le voit pas lorsqu'on consomme, mais quand on sort, on a des forces incroyables. On a du courage, mais justement, il faut se prendre en main, s'accepter et voir qui on est réellement et se donner. Parce que moi, au début, on me donnait des qualités sans me vanter. Je disais non parce que je regardais toujours le négatif que je faisais puis que j'avais jamais le droit à du positif et justement qu'on me donne des choses. J'ai accepté. C'est pas évident, ça a l'air bizarre à dire, mais c'est ça. Il faut réussir à expliquer au monde comment ça fonctionne et donner plus la parole. Moi, comme je le dis souvent, moi, je veux, et je suis peut-être pas le seul, mais ça fait depuis 2010, pas 2010, 2006 que je me suis sorti de la rue. J'ai peut-être fait 20 témoignages. Et pourtant, je ne chercherai pas à faire une fortune avec ça. J'en fais même bénévole. Je veux simplement expliquer qu'est-ce qui fait qu'on devient itinérant, que personne n'est à l'abri, puis de comment s'en sortir, puis la chose que nous, on peut rapporter à la société avec notre vécu, la façon qu'on a eu du négatif avec le positif. Je pense qu'il faudrait qu'on trouve le moyen de donner la tribune aussi important, comme je dis, dans les assemblées. Il y en a qui sont d'accord, mais ils ne sont pas assez nombreux. Merci beaucoup, David. Philippe Benoît, Ariane, est-ce que vous avez des plans de diffusion pour faire connaître les résultats de la recherche que vous avez présentée? Aujourd'hui, en est une occasion, évidemment, mais est-ce que vous aviez là, d'autres choses à partager? Ben, c'est sûr que dans les prochains mois, on va entamer vraiment un processus d'essayer de diffuser le plus possible les résultats. Je pense qu'on va avoir une présentation là, au mois de mai, là, je pense, dans la région des Laurentides. L'idée, je pense que c'est d'essayer de faire connaître les résultats, puis pas juste de les faire connaître, je pense que c'est important d'en discuter. Parce que nous, on arrive avec notre vision de ce qui a été dit, ce qui a été mentionné, comment on conçoit les éléments, comment on conceptualise tout ça. Mais après ça, c'est à vous. C'est à vous de voir comment vous pouvez vous approprier ou pas les éléments, comment ça prend sens ou pas dans vos pratiques, de nous proposer peut-être des éléments de réflexion supplémentaires. Oui, on va faire des présentations, mais ça va être des présentations sous forme aussi de discussion pour essayer d'aller chercher là, les éléments de réflexion des intervenants intervenantes. Parce que ça reste une étude qui est beaucoup basée sur la compréhension du phénomène. Là. Avec, oui, les pistes qui ont été proposées par les intervenants intervenantes, mais je pense qu'il faut aller aussi plus loin à travers ces différentes présentations-là. Merci. Marlène et Ariane, est-ce que vous aviez des choses à ajouter? Non, parfait. Je vois que David a encore la main levée, mais d'après moi, c'est une ancienne main. Et qu'il y a Robert Brunet là, qui a la main levée. Par contre, les tours de parole, ça va être à la fin de la table ronde. Merci. Je vais revenir. Il y a pas, inquiétez-vous pas, il nous reste à peu près 3 minutes là, pour peut-être parler un peu là, de la diversité des parcours des hommes, parce que dans la recherche, là,
Philippe Benoît en a parlé un petit peu là, que ça ressortait. Fait qu'est-ce que ça révèle? Puis comment les pratiques d'intervention peuvent-elles s'en inspirer de la diversité des parcours? Oui, David. Juste rapidement pour faire du pouce, comme on dit, moi, je rêve aussi, justement, qu'on le présente. Je sais que le RAPSIN, justement, avait fait une journée de discussion il y a très longtemps à Montréal. Il y avait des élus, mais moi, c'est ce que je pense en présentiel, une demi-journée, et justement avec les élus, les ministres qui ont le dossier itinérance. Je pense que c'est pas pareil présentiel pour faire justement des contacts avec du monde. Je pense que oui, c'est du travail. Je sais que c'est facile à dire, mais je pense qu'on pourrait faire une demi-journée de présentiel de ce rapport-là avec les gens qui ont travaillé dessus. Je pense que ce serait intéressant si le gouvernement, on pouvait avoir des membres du gouvernement, là, ce serait très important. Il faut diffuser cette recherche. Merci, David. Pour, Oui, pour la question de diversité des parcours, il y a entre autres la notion là, des identités sexuelles qui ressort de la recherche. Peut-être juste vous dire que déjà ici, les intervenants et les intervenantes avaient commencé à en discuter et le fait de participer à cette recherche-là a fait en sorte que ça c'est venu confirmer. Nous, on a réussi à aller chercher un financement. On a fait 2 chambres avec une salle de réunion, puis on a ajouté une douche et une salle de toilette pour les hommes transgenres. Parce qu'on pensait que vu qu'il ne le demandait pas, que ces besoins-là n'étaient pas là. Mais il ne le demande peut-être pas, c'est ce qu'on apprend dans la recherche. Il ne le demande peut-être pas parce qu'il pense que les services n'existent pas. Donc, c'est déjà très concret pour nous. Puis j'ose espérer que ça va être concret pour d'autres groupes aussi qui donnent des services aux hommes. merci. Philippe Benoît, Ariane, est-ce que vous vouliez ajouter un petit quelque chose sur la diversité des parcours? Ariane, est-ce que tu as quelque chose? Je peux te laisser y aller en premier, c'est quelque chose à dire. C'est bon. Ben, en fait, c'est ça, exactement, ça va dans la même veine que ce que Marlène vient d'expliquer. On voulait forcer cet élément-là de diversité pour comprendre, justement, puis on est content de l'avoir fait parce qu'on capte, en fait, des enjeux qu'on n'aurait peut-être pas vus si on serait basé juste sur l'utilisation des services de base par les hommes. Parce que ce qu'on voit, en fait, c'est, comme on l'a mentionné un peu au début, mais les intervenants qu'on avait rencontrés ont l'impression, en fait, de juste voir le même groupe d'hommes. Mais pourtant, quand on questionne les hommes, on se rend compte des parcours diversifiés avec des enjeux aussi minorisés, puis les lacunes, en fait, des services à ne pas les adresser correctement. Puis j'aime bien la réflexion de Marlène, cette idée-là de se dire, ben, on ne va pas les adapter parce que ben, ils ne le demandent pas, donc on ne le fera pas, mais sans comprendre que ne pas demander, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, c'est peut-être ne pas demander parce qu'on a peur de se faire dire non, il y a peut-être la honte d'en parler, la honte aussi de l'humiliation, la peur aussi comment ça va être reçu par la suite. Donc, il y a vraiment comme une nécessité de repenser au-delà de nos services. Puis on a fait une analyse aussi des politiques sociales. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, évidemment, là, parce que ce n'est pas le contexte de la présentation, mais les politiques sociales, en ce moment, on est beaucoup centré, en fait, sur cette idée des hommes blancs, hétéros, cis, pour parler de l'itinérance. Puis on le voit comment ben, ça masque, en fait, la pluralité des autres réalités. Puis il y a des trajectoires différentes, diversifiées. Et je pense à un homme qu'on a rencontré issu d'immigration. C'est un parcours complètement différent. C'est d'autres enjeux. C'est d'arriver ici au Québec, de ne pas avoir accès à des emplois, de ne pas avoir accès à des emplois à la mesure de ce qui a été formé. Puis ça vient comme créer des barrières, en fait, qui est obligé de se retrouver dans des ressources en itinérance. Ce n'est pas un parcours typique qu'on peut associer, par exemple, à la consommation ou des enjeux de santé mentale. C'est vraiment une autre réalité. Fait que si on n'en prend pas en considération ces enjeux-là, on masque ces réalités-là, qu'on n'arrive pas à les adresser correctement dans nos services. Merci beaucoup. Très intéressant. Il nous reste 8 minutes à la rencontre, donc on prendrait quelques questions et commentaires du public qui ont assisté à la rencontre. Donc, il suffit de lever la main ou de poser votre question là, dans le chat. Évidemment, considérant le temps, ça se peut qu'on ne puisse pas répondre à tout le monde. Et comme Robert avait levé la main tout à l'heure, je vais lui donner la parole en premier. Robert, si tu nous parles, il faudrait que tu ouvres ton micro. Effectivement, merci.
Alors, à la question, comment peut-on faire en sorte que les hommes se sentent plus reconnus? Ben, moi, je dirais que ce soit d'ailleurs des hommes ou des femmes en situation d'itinérance, ça serait par l'exercice collectif du droit de vote. Il y a, depuis 2022 au provincial, la récente élection, il est permis de se rendre déposer son bulletin de vote dans n'importe quelle université ou cégep et de voir ce bulletin de vote-là être compté dans la circonscription de son domicile. Avant, ce privilège-là n'était offert qu'aux étudiants et étudiantes, et maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Alors, la DDS, en collaboration avec le RAPSIM, nous avons tenté l'expérience lors de l'élection de l'automne dernier à l'UQAM. Et nous entendons développer cette façon collective-là d'aller voter. On a loué des autobus, on a demandé la collaboration des organismes pour fournir aux personnes un accompagnement. Sur place, il y avait un lunch, etc. Nous voulons développer ça pour faire en sorte de changer la mentalité. Quand les politiciens vont comprendre et savoir et le voir, que les personnes en situation d'itinérance exercent leur droit de vote, bien, généralement, ça donne du pouvoir. Le meilleur exemple de ça étant les aînés. Souvenez-vous, quand M. Couillard a voulu couper ou réduire le crédit d'impôt quant à l'âge, là, 65 ans, ça n'a pris que 2 semaines aux aînés pour faire reculer le gouvernement. Il y avait un impact de 500 millions, puis les formulaires d'impôt étaient déjà imprimés. Ils ont dû dire payez-nous selon les calculs, on va vous rembourser. 2 semaines. Alors voilà, c'est une nouvelle façon d'exercer son droit de vote en vigueur au fédéral depuis 2019, mais pas en 2021 à cause de la pandémie. Ils ont suspendu ça, mais ça va revenir. Merci beaucoup, Robert. C'est voilà. une très belle façon, effectivement, là, de faire valoir les droits des personnes. Geneviève. Oui, en fait, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, je vais réagir sur plutôt comment que j'ai trouvé l'événement. En fait, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Qu'est-ce que tout le monde a dit, le témoignage de David, ça m'a vraiment inspiré parce que j'ai vécu la rue aussi, puis je m'en suis sortie, puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis qu'est-ce que Marlène, elle a dit aussi, c'est très représentatif parce que moi, je les appelle pas les itinérants, je les appelle les humains. Tout le monde mérite leur chance. Puis ils ont besoin d'amour comme moi et toi. Je trouve que c'est important que je le souligne parce que je fais partie de la coalition Jeunes Plus, puis nous, c'est prévenir l'itinérance. Fait qu'on le fait, puis je trouve que c'est important de le souligner. Bravo pour ton parcours, David. Puis merci de l'avoir partagé, ça m'a vraiment touchée. Puis continue sur la bonne voie, puis merci à tout le monde. C'est ça. Merci beaucoup, Geneviève. Un dernier commentaire ou question, Marc-Anciel. Oui, c'est une question concrètement. Je suis intervenant occasionnel en SCS, puis l'enjeu devant lequel, je suis souvent confronté, c'est les usagers qui n'ont pas recours aux services parce qu'ils sont barrés de tous les services pour des écarts de conduite, pour de la violence, des choses comme ça. Fait, est-ce qu'il y a il y a des données qui sont ressorties dans l'étude des personnes qui se retrouvent dans cette situation-là, qui peut un peu voir la situation du recours ou du non-recours d'une différente façon, peut-être au niveau du contrôle social, tout ça, parce que, en tout cas, moi, c'est vraiment l'enjeu qui est souvent très préoccupant. Oui, exact. Super question, parce qu'effectivement, je ne vais aller trop loin dans l'exemple que je vous donnais, là, mais c'est l'homme, par exemple, qu'on a rencontré, je pense que c'est en Montérégie, il expliquait en fait de se retrouver constamment barré des services, puis d'être obligé de se déplacer comme ça d'une région à l'autre. Puis là, ce qu'on voit, c'est que ça engendre, comme je disais tantôt, un déracinement. Ça fait que ça fait en sorte que c'est des hommes qui ne sont jamais centrés, groundés, même pour entamer un processus aussi, en fait, là, de rétablissement, de réaffiliation. C'est des hommes qui sont constamment propulsés comme ça, puis qui se propulsent, eux autres aussi, à partager, en fait, là, les ressources d'un bord puis l'autre à chaque fois. Fait il y a vraiment cette idée de déracinement-là. Ça soulève aussi la question de qu'est-ce qu'on peut faire, puis on voit que un des motifs, souvent, c'est cette idée de violence aussi, qui devient comme le motif, bang, on les exclut, puis en même temps, c'est complexe, parce qu'évidemment qu'on ne veut pas de la violence dans nos organismes, en fait. C'est sûr, c'est clair, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là?
Ils sont comme poussés, en fait, à chaque fois, c'est aller ailleurs, ils sont exclus, aller ailleurs, puis entre-temps, ils vont dormir dans la rue. Puis, tu sais, il y a de la stigmatisation aussi qui peut être associée à tout ça. Fait qu'il y a, c'est un enjeu qui est très complexe, mais ça montre comment ces hommes-là se retrouvent à la fois exclus, puis probablement même l'auto-exclusion va pas dire du coup, là, parce que, ben, ils sont stigmatisés, sont vus comme des hommes violents, sont tagués de cette façon-là. Fait qu'il y a tout un processus qui va s'amorcer, en fait, là. Mais c'est une super question, effectivement. Ariane, tu veux ajouter quelque chose? Tu as environ 45 secondes maximum. Je n'ai pas de solution miracle, mais comme on disait aussi, ce qui est intéressant, c'est de regarder les services qui sont fréquentés par les hommes et le pourquoi. Puis cet homme-là, finalement, qu'on parle, ou ces hommes-là, ils en fréquentent des services, par exemple, ils fréquentent votre SIS. Donc, il y a une fréquentation du service. Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils choisissent cet endroit-là plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça se passe mieux à cet endroit-là plutôt qu'un autre? Je pense que ça peut guider notre réflexion sur le type, après ça, d'organismes qu'on peut aller chercher. Mais évidemment, ce n'est pas miraculeux, là, mais ça donne quand même un indice sur ben, tel endroit, ça ne fitera pas, ou tel type de règlement, on ne va pas vous replacer en échec à nouveau, vous risquez encore de ne pas pouvoir respecter les consignes dans un lieu ou un contexte donné. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Rachel pour le mot de la fin. Bien, écoutez, merci beaucoup à tout le monde pour votre présence. Merci à vraiment Marie-Michel pour ton travail d'animatrice, aux panélistes pour la richesse en fait de vos présentations, puis aux commentaires, à la fois dans le chat et en vrai. On sentait vraiment qu'il y avait beaucoup d'engagement puis d'intérêt. Merci beaucoup. Ça a participé beaucoup à la qualité du dîner. Fait que là, je répète quelques informations. L'enregistrement du dîner, les présentations vont être accessibles sur le site web du CREMIS dès que possible. Dans votre boîte courriel, vous devriez avoir reçu ou vous recevrez très rapidement là, un lien en fait, pour le sondage de rétroaction. Votre avis est vraiment super important pour nous. Là. Question de voir comment est-ce qu'on peut s'assurer d'être au diapason avec les besoins des différents intervenants puis qu'on puisse en fait poursuivre les prochains dîners. Je me permets en fait de vous inviter à bloquer le 20 avril prochain sur l'heure du dîner. C'est le prochain dîner d'apprentissage qui s'intitule « Aborder la concomitance des problématiques en itinérance, quelles leçons tirer des expériences sur le terrain ». Donc, c'est un rendez-vous. Si vous voulez vous inscrire, c'est possible de le faire via le site du CREMIS. Et en terminant, ben, si jamais vous voulez être tenu informé de nos activités, des prochaines événements, des rapports en fait qui sortent, ben, la meilleure façon, c'est vraiment de vous inscrire à l'infolette du CREMIS au www.cremis.ca ou encore nous suivre sur Facebook et LinkedIn. Alors, sur ce, on vous remercie vraiment, puis on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.